Voilà, je vais lire la suite du bouquin. 10 heures plus tard, ces brûlures apparaissent sur la totalité du corps. Partout où parvenaient des exhalaisons de ce gaz, le corps était brûlé. Les gens devenaient parfois aveugles. C'étaient des douleurs inouïes, où il était presque insupportable de se tenir à proximité de ces malades. Ensuite, les malades étaient photographiés tous les jours. On photographiait tous les endroits blessés, c'est-à-dire tous les endroits brûlés. Les survivants de ces expériences étaient conduits dans un autre camp. Source. Clee, E. et Manoni, O. 1990. La médecine nazie et ses victimes. Paris, le grand livre du mois. Des expériences avec du phosgène, gaz hautement toxique, furent également menées. Au total, environ 220 détenus furent utilisés pour ces expériences et 50 d'entre eux périrent. Source. Spitz, V. 2005, Doctors from Hell. The Horrific Account of Nazi Experiments on Human, Boulder, Colo, Sentient Publication. Le professeur Eric Schumann prône de son côté l'utilisation d'un nouveau moyen, miracle de la technique de l'armement, le N-STOF, une combinaison chimique particulièrement agressive capable de mettre le feu à de l'eau, à de l'amiante et à du sable. Le docteur Hans Wagner, chimiste de l'entreprise IG Farben, se souvient. Le produit connu sous le nom de N-STOF est du point de vue chimique du trifluoride de chlore. Il se présente sous la forme d'un liquide qui s'enflamme aussitôt au contact de l'oxygène contenu dans l'air et brûle en dégageant une flamme relativement chaude. Il est attesté que des expérimentations humaines ont été menées avec le N-Stoff. Le Reichsarzt SS Grawitz informe en novembre 1944 Himmler que le Gruppenführer SS Schwab a demandé le détachement de 2 médecins. Ils doivent, en tant qu'experts médicaux, assister aux expériences que Schwab mène à cette époque que le N-Stoff sur ordre du Führer. Grawitz se demande où l'on met à disposition 5 détenus pour déterminer de manière définitive l'effet physiologique du N-Stoff sur et à travers la peau humaine. Parallèlement à l'utilisation de nouveaux gaz toxiques, on recherche les moyens de s'en protéger. Ainsi, le professeur Ludwig Werner Haas met au point en 1943 un procédé permettant de décontaminer de l'eau potable contaminée par les gaz de combat. On l'utilise comme agent des acides hypochloreux. Les expérimentations humaines sont menées sur 150 détenus entre le 3 et le 15 décembre 1944. Le directeur de ces expériences, le professeur Poppendick, écrit On a empoisonné l'eau avec de la léwisite. On a introduit dans l'eau à peu près 100 fois la dose nocive, mais on a dissous le produit de combat de telle sorte qu'aucun dommage n'a pu être constaté. Cela dit, la quantité d'arsenic absorbée avec cette eau est encore tellement importante que dans certaines circonstances, elle peut provoquer des dommages à long terme. Pour répondre à ces questions, les expériences devront encore être prolongées en janvier à Neuengamme. Qu'est-ce que je raconte? Source. Clee, E. et Manoni. O. 1999. La médecine nazie et ses victimes. Paris, le grand livre du mois. Le docteur Ding teste également à Buchenwald l'efficacité d'un solvant, le R17, sur les blessures et les brûlures causées par le phosphore contenu dans les bombes incendiaires. Il applique du phosphore sur la peau du détenu qu'il s'enflamme. La combustion se poursuit 20, 30, 40 ou 60 secondes selon les expériences avant qu'on ne l'arrête par l'application d'eau ou de R17. Source. Spitz, V. 2005, Doctors from Hell, The Horrific Account of Nazi Experiments on Human, Boulder, Colo, Sentient Publication. Expérimentation sur la régénération des muscles, des os, des nerfs et sur la transplantation osseuse. Elles furent conduites par le docteur Fritz Fischer et le docteur Hertha Oberhauser sous la direction de docteur Jebart pendant l'été 1942 dans le camp de Ravensbrück. 3 types d'opérations sur l'os étaient pratiquées, les fractures, les transplantations et les attelles osseuses. Concernant les muscles et les nerfs, les opérations successives consistaient à enlever des parties de plus en plus grandes de ces structures afin d'évaluer leur potentiel régénératif.
D'après le témoignage du docteur Maska, 74 prisonnières politiques polonaises âgées de 16 à 48 ans furent victimes de ces expériences. Environ 10 opérations spéciales eurent lieu sur des prisonnières malades mentales à qui on réalisait des amputations des membres inférieurs ou supérieurs avec l'omoplate pour ces derniers, qu'on envoya à Hohenlicken. Source. Spitz V. 2005. Doctors from Hell. The horrific account of Nazi experiments on human, Bolter Colo-Sentient Publication. Ces femmes furent tuées immédiatement après leur opération par injection d'évipant, un anesthésique. Expérience des vivisections. Le docteur Newman, de l'Institut d'hygiène de la Waffen-SS de Berlin, prélevait des morceaux de foie sur des hommes bien vivants, à Buchenwald et à Nadsweiler, de 1940 à 1943. Le docteur Hessele eut également recours à la vivisection sans la moindre nécessité. Il faisait des opérations et pratiquait les amputations sans endormir ses victimes. Source. Bernadac C. 1976. Les médecins maudits. Les expériences médicales humaines dans les camps de concentration. Genève, FAMO. Mise au point de vaccins. Contre la dysenterie. Le vaccin contre la dysenterie disponible dans le commerce est mal toléré. Dès novembre 1939, s'organisent des tests à grande échelle d'une nouvelle préparation sur les détenus du camp de Buchenwald. Dans une missive adressée par l'IG Farben à la direction médicale du camp, on lit: Nous revenons aujourd'hui sur les vaccinations effectuées chez vous avec nos vaccins contre la dysenterie. Comme vous le savez, deux préparations différentes ont été mises à notre disposition pour la vaccination. Pour un groupe, nous avons utilisé notre vaccin diffusé dans le commerce. Pour le deuxième groupe, une nouvelle préparation que nous avons produite. Comme vous nous l'avez fait savoir à l'époque, la nouvelle substance était beaucoup mieux tolérée que nos anciens vaccins contre la dysenterie. Source. Cli E. et Manoni O. 1999. La médecine nazie et ses victimes. Paris, le grand livre du mois. Contre le typhus, l'Allemagne est touchée par le typhus dès l'automne 1941. Les Juifs sont tenus responsables de la propagation de l'épidémie, favorisée par la mise en place de ghettos par les Allemands. Source. Baumslag, N. et Pellegrino, E.D. 2005. Murderous Medicine, Nazi Doctors, Human Experimentation, and Typhus, Westport, Prager. Le 29 décembre 1941, une rencontre a lieu au ministère de l'Intérieur à Berlin pour déterminer la conduite à tenir face à cette épidémie. La Wehrmacht a besoin d'1 million de doses de vaccins avant l'automne suivant. Une semaine après cette réunion, des expériences sur de nouvelles préparations contre les typhus débutent au camp de concentration de Buchenwald. Bloc 49 et 44. Le docteur Ding, directeur du service expérimental vaccine contre le typhus 135 détenus avec des substances expérimentales produites par l'Institut de l'armée de terre à Cracovie. L'Institut Robert-Koch et les Beringwerke, 10 autres détenus, sont utilisés comme contrôle et ne sont pas vaccinés. Le 3 mars 1942, le typhus est inoculé aux 145 détenus. À la fin de la première série d'expériences, il est enregistré 5 décès dont 3 détenus non vaccinés. Et c'est un autre groupe qui connaît le sort le plus terrible. Chaque mois, entre 3 et 5 détenus sont contaminés artificiellement. Ces personnes dites de passage ne sont contaminées que pour fournir du sang frais. Infectés par le typhus, on en compte entre 90 et 120. Presque tous disparaissent. Source. Cli E. et Manoni O. 1999. La médecine nazie et ses victimes. Paris, le grand livre du mois. Au camp de Nadsweiler, c'est le docteur Eugen Hagen qui se charge des expériences. Au total, 729 détenus sont utilisés dans les expériences contre le typhus. 154 d'entre eux en périssent. Source. Spitz V. 2005. Doctors from Hell. The horrific account of Nazi experiments on human, Bolter Colo-Sentient Publication. Dans les camps de concentration, le typhus est très répandu. Au lieu de tenter de contrôler la maladie par des mesures d'hygiène appropriées,
Les médecins allemands favorisent l'infection et s'en servent comme moyen naturel d'exterminer les détenus, ce qui est beaucoup moins coûteux que la chambre à gaz. Source. Baumslag, N. et Pellegrino, E.D. 2005, Murderous Medicine, Nazi Doctors, Human Experimentation, and Typhus, Westport, Kohn. Prager. Contre les hépatites ictères infectieux. Ces expériences furent menées dans les camps de concentration de Sachsenhausen et Natzweiler entre juin 1943 et janvier 1945. Source. Spitz V. et 2005, Doctors from Hell, The Horrific Account of Nazi Experiments on Human, Boulder, Colossentian Publication. Durant la Seconde Guerre mondiale, les épidémies d'hépatite ont atteint les dimensions inconnues auparavant. Dans les années 1941 à 1943, 5 à 6 millions de soldats allemands en avaient été affectés. Le nombre total de personnes, y compris les civils, touchées par cette épidémie durant toute la guerre a dépassé largement 10 millions. On comprend pourquoi les recherches sur l'hépatite sont devenues un impératif militaire de première importance. Elles avaient pour but d'identifier le virus et de produire un vaccin. Le trio Domaine, Gus Seitz, Vogt collaborait depuis 1942 dans ce domaine. Le docteur Domaine expérimentait à l'Institut Robert Koch à Berlin l'inoculation d'extraits de foie obtenus par ponction sur des malades de l'hépatite à des milliers de souris et d'embryons de poules. En 1943, il prétendait avoir identifié le virus responsable et projetait de faire des expériences humaines. Himmler accepta sa requête et donna son agrément pour l'affectation à ces expériences de 8 criminels condamnés à mort à Auschwitz, 8 juifs de la résistance polonaise. Source. Oren Hornfels, S. et Ferral, T. 1999, comme un feu brûlant, expérimentation médicale au camp de Sachsenhausen, témoignage Paris, l'Harmattan. En fait, 18 garçons et un adulte furent sélectionnés sur la rampe d'Auschwitz afin de servir pour ces expériences. Seulement 11 d'entre eux furent transférés dans le camp de Sachsenhausen pour y subir les expérimentations du docteur Domen. Hôpital psychiatrique, le plus ancien asile de fous en Europe est l'hôpital de Bethléem, ouvert en 1247 dans la banlieue de Londres, est toujours en fonctionnement aujourd'hui. Les hôpitaux psychiatriques modernes ont évolué depuis et ont finalement remplacé les asiles psychiatriques en Europe. Le développement de l'hôpital psychiatrique moderne implique également l'évolution de la psychiatrie institutionnelle. L'institutionnalisation en guise de solution pour les fous était fréquente durant le XIXe siècle. Source. Porter, Roy, 2006, Mad Men, A Social History of Madhouses, Mad Doctors and Lunatics, Tempus, page 14. En France, Jean-Étienne Esquirol est à l'origine de la loi qui rendit la création des hôpitaux psychiatriques obligatoires dans chaque département en 1838. Les premiers traitements administrés dans les premiers asiles psychiatriques impliquaient souvent des restrictions ou confinements brutaux. À la suite de nombreuses vagues successives de réformes et au changement de méthode dans les traitements, les hôpitaux psychiatriques adaptent désormais leur traitement dans le but d'aider les patients à être indépendants grâce aux médicaments et aux psychothérapies. Jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle, en France, comme dans la plupart des pays occidentaux, la vie dans les gros hôpitaux psychiatriques ou asiles était rythmée de façon immuable. Toute transgression était sévèrement punie, les traitements curatifs peu nombreux. Des méthodes comme la saignée, l'utilisation de purgatifs sédatifs, type bromure de potassium vomitif ou de l'eau, la balnéothérapie pour ses vertus relaxantes, techniques relevant de la théorie des humeurs, côtoient des méthodes violentes comme faire frôler la mort aux malades pour provoquer un état de choc. Le choix du personnel commence à évoluer. Ces grands hôpitaux vivent en autarcie. Les malades, le personnel, les médecins vivent ensemble à l'intérieur des murs. Les sorties sont rares et les malades sont souvent internés à la vie car la guérison est rare. 5% des patients de la clinique de Passy de l'aliéniste Émile Blanche ressortent guéris. Source. Laure Murat, La maison du docteur Blanche. Histoire d'un asile et de ses pensionnaires, de Nerval à Maupassant. Hachette 2001, page 424. Si bien qu'en France, le nombre d'aliénés passe de 10 000 en 1838 à 110 000 en 1939.
Époque où les asiles sont 8 fois plus peuplés que les prisons de droit commun. Source. Aude Favel, avant-propos, revue numéro 141, Romantisme, mars 2008. Page 3. Le centre hospitalier général de Clermont-de-Loise étant alors le plus grand asile d'Europe, ce constat pessimiste aboutit au milieu de ce siècle à la théorie de la dégénérescence. En France, l'hôpital psychiatrique est aujourd'hui dénommé centre hospitalier spécialisé qui se définit comme une institution hospitalière où l'on prend en charge les maladies ou déficiences non somatiques. Ils correspondent pour la plupart à ce que l'on nommait précédemment, mais regroupent aussi d'autres types d'établissements assurant un suivi médical. À très bientôt pour une prochaine vidéo.